à tous, bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce 6e webinaire organisé dans le cadre du programme de recherche Aurore chez Daylight. Je vais prendre peut-être juste une petite minute pour me présenter. Donc, je suis Hakim Berkani, consultant-chercheur au sein du cabinet de Daylight, chercheur depuis maintenant quelques années et fraîchement diplômé, fraîchement, oui, docteur, Si. disons-le comme ça. Fraîchement docteur, enfin nouvellement docteur, et voilà, j'aurai le plaisir de vous partager notamment en fait les résultats de travaux de recherche que j'ai pu mener durant ces 4 dernières années. Bah, écoute, bravo déjà pour ton diplôme de doctorant. Merci. Dominique, je te Bon, passe. je vais me présenter aussi. Donc, Dominique Cos, je suis donc expert au sein du cabinet Daylight et j'ai eu le plaisir notamment d'encadrer les travaux de recherche d'Hakim sur ces 4 années qui ont été assez riches et qui ont donné lieu donc à la thèse qui a été présentée il y a très peu de temps. C'était il y a quoi? Il y a 2 semaines? Même il y a pile poil un mois. Aujourd'hui, on est le 6, presque un mois, c'était ouais. le 7. Ouais, 7 ça va vite. pile, Voilà. pile un mois. Et donc là, on va présenter un mode très abrégé, très synthétisé, mais en essayant de se concentrer sur ce qui peut, je pense, intéresser le plus grand nombre sur ces sujets de généralisation des pratiques agiles. Exactement. Donc, alors, nous sommes quand même assez nombreux. Ce que je vous propose, c'est que nous ne ferons pas forcément de tour de table. Néanmoins, on va plutôt principalement prendre la parole, Dominique et moi, pour vous présenter les résultats de ces travaux. Et nous avons prévu 30 minutes de présentation et 30 minutes d'échange. Voilà. Chacun pourra Mais effectivement... vous pouvez commencer, à fur et à mesure que la présentation se déroule, de mettre vos questions dans le chat. Et on essaiera comme ça d'y répondre au moment où on engagera les échanges. Effectivement. Bon, bah écoutez, si on n'attend plus personne, je pense qu'on peut être parti. Allez, Alors, go. en fait, on parle beaucoup d'agilité à l'échelle, de transformation agile ces derniers temps, et puis pas que depuis ces derniers temps, hein, dans la réalité. Laissez-moi juste introduire nos propos, par une citation. Alors, je pense que bon nombre d'entre vous, vous connaissez le CIGREF, qui est le club informatique des grandes entreprises françaises, et je me permets ici de citer en fait Henri Dagrin, qui en 2017 a lancé un appel à la communauté de chercheurs en fait en système d'information, en management des systèmes d'information en France. Et Henri Dagrin, en tant que représentant des plus grandes DSI françaises, a lancé cet appel, notamment en ce qui concerne l'agile at scale, ou comment étendre l'agile à toute l'entreprise. Hein, c'était vraiment un des sujets brûlants en 2017 de leur point de vue, et c'était notamment en ce message-là et en la personne d'Henri Dagrin un vrai sujet en fait pour toutes les DSI en fait qui sont membres du CIGREF. Néanmoins, quand avec Dominique justement, comme l'évoquait Dominique tout à l'heure, on a commencé à se plancher sur cette question, on s'est dit peut-être que ce problème n'est peut-être pas assez précisé. Il n'est même pas assez posé, hein, disons-le comme ça. Peut-être qu'on évolue beaucoup, enfin, on parle beaucoup justement du buzzword de l'agilité et des certains problèmes que ça peut engendrer. Néanmoins, il a fallu, dans un premier temps, en fait, dans le cadre de nos travaux, aller investiguer ce qui se disait autour de ces questions-là, d'agilité à l'échelle, de transformation agile, de généralisation éventuellement de l'agilité. Et en fait, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que on a préféré utiliser le terme généralisation plutôt que transformation. Je vais y revenir juste après. D'une part, dans le sens où on a identifié que cette problématique était brûlante pour bon nombre d'organisations, non seulement en France, mais au niveau international. Et je me permets ici de vous citer un chiffre, notamment un chiffre qui est le résultat d'une étude qui a été menée par Dickert et Hall. Et en gros, en fait, dans leurs travaux, ces auteurs ont notamment analysé 52 cas de transformation agile. Néanmoins, sur ces 52 cas, seulement 6 études ont été menées par des acteurs scientifiques. Alors, pourquoi le terme scientifique est important dans ce cas de travaux et dans ce qu'on souhaite évoquer pour la suite?
c'est qu'à partir du moment où une étude est scientifique, il y a toute neutralité et il y a une vraie transparence dans la manière de projeter des résultats ou d'analyser le phénomène en question. Donc, en tout cas, c'est ce qui nous a… Enfin, la faiblesse des travaux nous a quand même pas mal intrigués et ça nous a aussi beaucoup encouragés pour notamment investiguer ce phénomène en France. Dominique, peut-être que tu souhaiterais… Ouais, on peut… Alors, déjà, nous, les travaux, ils ont commencé en 2016, juste pour resituer. Et à l'époque, on ne parlait pas vraiment de généralisation. Quand on parlait de at-scale, et encore aujourd'hui, on parle beaucoup de mise à l'échelle sur des grands projets. C'est et la plupart des référentiels de mise à l'échelle, que ce soit LESS, Scrum at-scale, Nexus, Safe, etc., sont quand même beaucoup dans des logiques de mise à l'échelle sur des grands projets, plus qu'une logique de généralisation, qui pose d'autres questions, d'autres problématiques. Et il y avait confusion aussi bien dans les référentiels et dans ce qu'on voit poussé dans les conférences agiles par les praticiens, que dans les travaux scientifiques. Et là, bon, l'étude qu'a faite, qui est citée par Hakim, là, de Dickert, non seulement il y a peu de documents sur l'agilité à l'échelle scientifique, mais quand on a regardé ces études, quasiment aucune ne parlait de généralisation. En gros, presque toutes ces études parlaient juste de mise à l'échelle sur un grand projet, souvent un exemple, et ça ne pose pas du tout les mêmes questionnements, les mêmes sujets, de passer à l'échelle sur un grand projet que de vouloir généraliser des pratiques agiles à l'ensemble d'une organisation, que ce soit sur des grands projets ou des petits projets. D'où le slide que vient d'afficher Hakim, que je vais lui laisser commenter. Donc, mais monoprojet ou grand projet, donc passage en projet, c'est souvent ce qu'on met derrière at-scale, et ce que met la littérature derrière at-scale. La généralisation, elle est encore aujourd'hui quasiment pas traitée. Tout à fait. En fait, un des premiers travaux qu'il a fallu faire dans le cadre de ses travaux, et ça a été de problématiser notamment les réelles problématiques rencontrées par les acteurs opérationnels. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité différencier l'introduction d'une méthode agile dans une organisation. Et là, je vous modélise ça sous forme d'un schéma très simple. On a les DSI, des directions des systèmes d'information, parce que par nature, les approches agiles sont plutôt adoptées dans des projets IT et par des DSI. Et là, c'est ce qu'on constate encore une fois jusqu'à présent. On a souhaité différencier l'état de l'introduction d'une méthode auprès de quelques équipes. Donc, les petits cercles désignent des projets et les petits carrés désignent plutôt des maintenances. Bien sûr, la mise à l'échelle, comme vient de l'évoquer Dominique, on va plutôt parler d'extension d'usage. Et attention à toutes les terminologies de mise à l'échelle de l'entreprise, qui, est, pour moi, est pas du tout précise et en l'occurrence, qui jette même de grandes confusions dans la manière d'envisager la problématique. Donc, la mise à l'échelle concerne exclusivement l'extension d'usage des approches agiles pour de plus grands projets. C'est en ce sens que, vous voyez, les 4 points liés sont des grands projets où il y a des vrais enjeux de synchronisation entre les équipes dans le fonctionnement. Et le troisième état, effectivement, comme l'évoquait Dominique et comme ce qu'on vient de vous évoquer à l'instant, la généralisation. On considère la généralisation comme les éléments les dispositifs qui vont favoriser la manière dont une entreprise va passer de quelques projets en mode agile à un ensemble de projets en mode agile. Vous voyez, on ne détermine pas nécessairement de limite à ça, puisque c'est très compliqué de l'anticiper dès lors, puisque chaque contexte d'entreprise est différent. Donc, la généralisation, en tout cas pour nous, on considère vraiment la mise en place de dispositifs pour favoriser le déploiement de l'agilité dans une organisation. Ensuite, on va évoquer les questions de est-ce qu'on n'est qu'au niveau des projets ou alors est-ce qu'on peut être aussi au niveau des opérations. Et je vous propose d'évoquer ça juste après dans le cours de nos pros. Alors, si on devait peut-être parler un petit peu en termes d'état de l'art, et encore une fois, pour clarifier et différencier ces 3 états, introduction d'un petit cadre méthodologique monoprojet, mise en œuvre d'un framework d'agilité à l'échelle, donc mise à l'échelle pour de grands projets. On a identifié énormément de frameworks dans la littérature, Scrum, Extreme Programming. Là, je pense que ça fait bientôt 20 ans, on va fêter les 20 ans du manifeste agile au mois de février prochain qu'on en parle, et là-dessus, on ne va pas y revenir.
On a bien sûr les frameworks d'agilité à l'échelle qui ne cessent d'être mis à jour. Le dernier en date qui est Scrum at Scale, qui est sorti en 2018 et qui a été notamment proposé par Jeff Sutherland, un des co-créateurs de l'approche Scrum. Vous voyez, on est plutôt dans, encore une fois, un framework de mise à l'échelle. On est plutôt au centre du tableau. Néanmoins, je pense que pas beaucoup, enfin, dans l'état de l'art que nous avons pu mener, très peu de références, et on a pu identifier notamment des nouveaux types de frameworks, des cadres, qui permettraient d'organiser des transformations agiles. Donc, en ce sens, on a pu identifier quelques-uns des frameworks, notamment vous avez ici le premier Agile Shift, qui est notamment édité par Axelos, l'organisme qui édite notamment l'approche Prince 2, Managing Successful Programs, etc. Il y a aussi l'Agile Business Consortium qui propose une approche de gestion de portefeuille de projets en mode agile. Donc, idem, vous pouvez trouver ce référentiel-là en ligne assez facilement. On a deux initiatives, le PMI, le Project Management Institute, qui propose un guide qui s'appelle le Bright Line. Le Bright Line aussi, qui propose en fait des principes et des pratiques pour organiser une transformation. Alors on entend de plus en plus parler notamment de la business agility et c'est énormément véhiculé par le Business Agility Institute, qui n'édite pas vraiment de référentiel, mais qui dicte plutôt des bons principes pour déployer de l'agilité, non seulement du côté des projets IT, mais aussi au-delà au niveau des métiers. Peut-être, Dominique, tu souhaiterais glisser quelques mots concernant les initiatives individuelles ? Alors, il y a foisonnement en fait d'approches. Là, on a mis 3 petits points parce qu'il y en a beaucoup plus. Il y a plein de tentatives d'essayer de voir comment l'agilité peut s'intégrer au-delà des projets IT. Par exemple, il y a plein d'initiatives autour de l'agilité des ressources humaines, de l'agilité du marketing. Il y a aussi des approches qui essaient d'intégrer différentes techniques comme les open space, le business, le beyond budgeting, toute une série d'approches qui vont questionner un peu comment, entre guillemets, on devient plus adaptatif, plus agile dans notre organisation. Mais c'est peu structuré, c'est peu reconnu, c'est des tentatives un peu éparses, un peu éparpillées. Il y a des choses qui sont peut-être un peu plus poussées, comme Brightline, qui est cité au-dessus du PMI, qui essaie de toucher la vision stratégique de l'agilité. Mais ça reste confidentiel aussi. Donc, pour le moment, c'est de l'exploration, on va dire. C'est exploratoire. Il n'y a pas une approche reconnue. Et il n'y a pas de certification non plus sur ces choses-là la plupart du temps. Donc, c'est intéressant. Ça permet de… Mais il faut faire son marché, quoi, en gros. Effectivement. Oui, excuse-moi, Hakim, juste une petite remarque. Je ne sais pas si vous êtes supposé afficher des transparents, mais on ne les voit pas. Moi, je les vois. Ah. Moi, je les vois. Ok, parfait. C'est toi qui ne vois pas, mais nous, on voit. Le bug est chez moi, tout va bien. Est-ce que tout le monde voit bien? Peut-être. Oui. Ok, super. Oui. Parfait. Oui, moi, je vois. Parfait, super. Ok, top. Alors, effectivement, juste pour terminer sur ce point, en fait, le troisième cadran que vous voyez sur la droite, ce sont des approches qui sont très récentes, qu'on a pu identifier à partir de 2017, qui n'existaient pas avant cela, et qui sont encore une fois peu mises en œuvre et peu étudiées. Donc, à cet effet, ce qu'on a préféré faire, ce n'était non pas d'étudier la mise en place de ces frameworks tertiaire, disons-le comme ça, enfin de troisième génération, on a préféré plutôt investiguer de façon rétroactive des études de cas. On a préféré, en tout cas, mener des travaux en France pour comprendre la manière comment est-ce que des grandes organisations sont passées par différents états, quels ont été les facteurs qui ont favorisé ou qui ont déclenché des transformations agiles. Alors, vous allez voir que c'est un peu plus compliqué que ça, de parler de transformation agile ou de généralisation de l'agilité. Ce que je souhaite évoquer ici, c'est peut-être en 4 points notre démarche. Qu'est-ce qu'on a mis en place? Et en termes de scientificité, disons-le comme ça, on a plutôt, dans un premier temps, lancé beaucoup d'entretiens
on a choisi 4 études de cas. On a lancé, alors ici, vous voyez 66 entretiens analysés, mais dans la réalité, il y en a près de 100, 150 dans plein d'autres organisations. On a choisi que 4 cas et ces 4 cas représentent 66 entretiens. Beaucoup de documents qui représentent environ plus de 1000 pages. Tout ça, tous ces documents ont été, en fait, tout ce corpus de données a été intégré dans un logiciel et dans un logiciel qui s'appelle NVivo. Et l'idée, ça a été notamment d'analyser, alors, mettre en place une approche processuelle, c'est le terme, la méthodologie scientifique, mais en vrai, de façon très simple, nous avons analysé notamment tous les événements qui ont contribué ou qui caractérisent la généralisation de l'agilité dans ces 4 cas. Et qui dit événement, dit aussi donc séquence d'événements. Et c'est en ce sens qu'on a modélisé des séquences d'événements dans tous les cas. Tout ça a été modélisé et au total, on a pu identifier 16 séquences. Donc, parmi ces 16 séquences, chaque séquence a été caractérisée. Alors, vous savez qu'un changement, il y a dans bien des cas, en fait, une source à ce changement, quel qu'il soit. Et on a essayé d'identifier ces sources et de qualifier, en fait, le moteur majeur du changement pour chaque séquence analysée dans les cas. Alors, désolé, là, je vais être un petit peu, ça va être mon côté chercheur qui va parler, mais vous inquiétez pas, on va très vite revenir vers des aspects un peu plus, en fait, vulgarisés de cette terminologie-là. En fait, chaque séquence des cas a été caractérisée par un moteur, d'accord ? Et on a identifié 4 moteurs, notamment le premier moteur qu'on considère évolutionniste. Là, le changement, il est qualifié par des mécanismes de sélection naturelle. En ce sens, en fait, les organisations vont introduire une nouvelle approche agile, vont l'expérimenter et ça va se diffuser par effet de capillarité. Et c'est en ce sens qu'on parle de sélection naturelle. Il n'y a pas vraiment de grande force qui influence. Ensuite, on a la deuxième catégorisation des séquences qui est plutôt dialectique. Et quand on a identifié des séquences dialectiques, en général, il y a des oppositions, des contraintes entre plusieurs entités, des crises de fonctionnement. Et les 2 derniers, on a pu identifier, on a caractérisé aussi de téléologiques, des séquences d'entreprise ou des séquences d'événements où un objectif a été posé et une trajectoire se construit dans cette optique. Et le 4e, c'est notamment des séquences qui sont plutôt caractérisées par un cycle de vie où le changement là est linéaire avec un état cible bien défini et des dispositifs posés. Alors, dans chacun des cas, comme je vous le disais à l'instant, nous avons pu caractériser en fait des séquences d'événements. Maintenant, pour rentrer peut-être lever le capot et rentrer un petit peu plus dans les détails de ces moteurs, parce que je conçois tout à fait que ça peut être très théorique, mais je vous assure que vous allez voir des événements qui peuvent vous parler et que vous avez pu rencontrer, je pense, dans la majorité d'entre vous. Alors, qu'est-ce qui déclenche en fait une séquence d'événements ? Alors, dans bien des cas, il y a un petit bug dans la slide. Il y a un tout petit bug. Je me permets. Hop. Voilà. Dans chacun des cas, vous voyez ici, on a identifié en fait 16 séquences au total. Alors, pour vous donner un ordre un horizon temporel, par exemple, pour le cas SG, qui est la Société Générale, entre la séquence 1 et la séquence 4, il se passe à peu près 10 ans. D'accord ? Idem pour le cas Société Générale pour la DSI, donc la Direction des systèmes d'information 3, il se passe environ à peu près 10 ans. Pour Amadeus, BDF, GRDF, on a pu remonter en fait même à peu près 15 ans d'événements, enfin 15 ans en fait de classification d'événements. Bon. Alors, ce qui est assez intéressant dans ces séquences d'événements, là, on a notamment ce qui déclenche. Vous voyez, par exemple, dans le cadre de la Société Générale, la toute première séquence en haut à gauche, ici, l'un des moteurs, ça a été vraiment l'insatisfaction des services de la DSI par les métiers. Donc, en fait, il y a une vraie insatisfaction qui s'est installée entre DSI et métier. Il y a une mise en œuvre expérimentale de la méthode Scrum. Et au départ, elle n'est pas du tout voulue ou initiée par un haut responsable. C'est vraiment une expérimentation pour combler mettre en place une nouvelle approche méthodo pour combler ces insatisfactions de fonctionnement. On voit que l'insatisfaction de fonctionnement revient à plusieurs reprises dans les différents cas. À la fois, encore une fois, dans l'autre direction des systèmes d'information de la Société Générale, au sein aussi en fait, du KGRDF, il y a une nouvelle directrice de la DSI qui est arrivée, mais aussi une insatisfaction très forte des services proposés par la DSI. Autrement dit, un des premiers déclencheurs,
c'est une crise de fonctionnement. Une crise de fonctionnement soit entre membres d'une équipe projet, soit entre entités d'une organisation. Et c'est une source d'introduction d'une nouvelle approche, d'une nouvelle approche agile. Ensuite, alors là, dans les premières séquences, on est plutôt dans de l'introduction, comme on l'évoquait tout à l'heure. Par contre, à mesure qu'on avance dans les cas et dans le temps, on va passer de l'introduction à l'extension et vers de la généralisation. Et en fait, ce qu'on peut identifier, encore une fois, on a d'autres moteurs qui caractérisent le changement d'état, où on peut voir que, par exemple, dans la séquence 2 du cas Société Générale, il y a une volonté du directeur de la DSI de généraliser la méthode Scrum à toutes ses équipes. Vous voyez ? Autrement dit, on passe d'une insatisfaction, d'une introduction expérimentale à une décision. Alors, on pourrait faire un raccourci, on pourrait très bien parler de bottom-up et top-down, en ce sens, sauf que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Je vais y revenir juste après. Alors, les trois, alors, on n'aura pas forcément le temps de parcourir tous les au cas par cas, en fait, chaque déclencheur. Ce que je vous propose, c'est une synthèse des trois déclencheurs clés. Alors, excusez-moi, hop, je comble le vide. Et là, voilà, là, c'est la bonne slide. Donc, on a identifié, notamment pour chacune des séquences, le grand déclencheur. C'est notamment, on peut les classifier en 3 points. La crise de fonctionnement, la décision du haut responsable et des expérimentations provenant d'acteurs opérationnels. Maintenant, comment se caractérisent en fait ces 3 déclencheurs ? Alors, ils ne se matérialisent pas tous de la même manière. La crise de fonctionnement, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, peut être manifestée par une insatisfaction des acteurs des unités d'affaires, des méfiances aussi. Dans bien des cas, je pense que des méfiances entre DSI et entre membres de la DSI, puisque là, par exemple, à la Société Générale, on parle quand même d'une DSI composée de 20 000 acteurs. C'est quand même énorme. Et déjà, ne serait-ce que même au sein de la DSI, de la SG, il y a déjà des méfiances internes entre les infrastructures, les départements d'études, etc., etc. Vous voyez, donc ce genre de crise de fonctionnement-là, où elle se caractérise de cette manière-là, ne serait-ce que dans des grandes DSI. On n'évoque même pas encore nécessairement les crises de fonctionnement entre DSI et métiers. Au niveau de l'expérimentation, l'insatisfaction, dans bien des cas, elle va déboucher sur une investigation et une expérimentation d'une nouvelle approche, donc de la part d'acteurs souvent opérationnels. Mais l'expérimentation, elle peut aussi être véhiculée, vous voyez, elle peut être aussi initiée par un haut responsable qui va proposer de mettre en place un POC sur un projet en mode agile à la base. Et enfin, le troisième gros déclencheur qu'on a pu identifier, c'est la décision d'un haut responsable. Et souvent, cette décision, elle n'arrive… Alors, ce qui est assez remarquable dans les travaux, c'est qu'on a pu identifier le fait que souvent, la décision est incarnée par l'arrivée d'un nouveau responsable, soit d'une direction des systèmes d'information, d'un département R&D ou d'une DG. Et en l'occurrence, justement, le fait qu'il soit nouveau cet acteur veut impulser une nouvelle donne, une nouvelle dynamique. Et là, il va justement contribuer à structurer, en fait, soit un programme de transformation, soit lancer des expérimentations. Alors, maintenant, si on rentre un peu plus encore sous le capot de ces séquences d'événements, là, je vous illustre une séquence d'événements au sein de la Banque de France. Donc, cette séquence se déroule entre 2011 et 2015. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'en fait, au-delà du fait que l'approche Scrum dans cette séquence, elle est mise en œuvre de façon émergente par les unités de développement de la DSI, mais en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'ingrédients qui ont contribué, vous voyez, à lancer en 2015 un cadre méthodologique officiel. Et en fait, le lancement et l'officialisation d'un cadre méthodologique a été décidé par le directeur de la DSI. D'accord ? Et en fait, par le DSI. Et vous voyez qu'en fait, on ne peut pas parler que d'un seul événement déclencheur. En fait, on est dans des séquences d'événements qui vont déclencher une décision. Vous voyez ? Donc, pour vous donner peut-être un peu plus de vue macro concernant le cas Banque de France, et ce qui est assez remarquable aussi ici, c'est que vous voyez, la première séquence, je vous ai dit 2011-2015, mais en fait, c'est 2006-2015, vous voyez. L'expérimentation, on a un stack méthodologique dans les projets qui est tripartite. Vous voyez, on a la méthodologie Meurice qui a été mise en œuvre en 2006. Il y a une évaluation CMMI qui évoque notamment un plan d'amélioration des projets. Une deuxième méthode de gestion de projet basée à la fois sur Prince2 et PMBOK, mais on a, vous voyez ici, des pratiques ad hoc de Scrum et d'Extreme Programming. Vous voyez, on a quand même un stack méthodologique qui fait que il n'y a pas d'harmonisation. Et la mise en œuvre de l'agilité dans ce cas-là, elle est purement
expérimental dans cette première séquence. Par contre, dans la deuxième séquence, ça devient beaucoup plus officiel. Donc, il y a une officialisation de l'approche agile adoptée. Et là, dès lors qu'elle est officialisée, il y a une vraie volonté de généraliser. Sauf que cette généralisation, elle ne se fait pas en une décision que vous pouvez voir ici. C'est qu'une première étape. Il y a ensuite 2 autres étapes qui suivent dans le cadre de la Banque de France. En fait, il y a des études qui sont menées pour montrer les bénéfices liés à l'agilité dans quelques projets. Et en fait, cette étude, elle est remontée aux oreilles du gouverneur de la Banque de France, gouverneur qui décide en 2017 de généraliser l'agilité à tous les projets. Donc là, ça devient systématique. Vous voyez en fait comment le mécanisme de généralisation, le mécanisme décisionnel encadre la généralisation de l'agilité à la Banque de France. Alors, Dominique, souhaites-tu peut-être ajouter quelques points sur le cas Banque de France? Oui, déjà, je pense qu'il faut noter, parce que tu avais parlé de la période d'analyse de 10 à 15 ans, qu'il y a une longue période qui est plus de l'expérimentation dans beaucoup de cas, et que c'est sur les 5 dernières années qu'il y a eu des phénomènes d'accélération de cette logique de généralisation, et qu'avant, on n'était pas vraiment dans des logiques de généralisation, on était plutôt dans des logiques de tests, expérimentation, foisonnement, et que c'est seulement depuis quelques années que ce sujet de la généralisation devient vraiment très concret dans beaucoup d'organisations. Et ça se voit là, par exemple, sur le cas Banque de France. Il y a un élément qui était intéressant dans le cas Banque de France, c'est la façon dont ils ont justifié auprès du gouverneur de l'intérêt de passer à une phase de généralisation. En gros, avant la décision du gouverneur, il fallait justifier d'aller vers l'agilité. Donc, il fallait prouver qu'on était capable d'y aller, que ça avait un intérêt. Après la décision du gouverneur, il fallait justifier qu'on ne voulait pas mettre en place l'agilité et que ce n'était pas possible. Donc, ça se fait quand même un sacré changement. Et une des éléments qui a été utilisé, je pense c'est intéressant, c'est que ça a été, c'est pas juste une étude qualitative, générique. Ils ont fait une étude basée sur ce que ça coûtait en termes de bugs, de développement et de maintenance, calculé en points fonctions. Ils ont l'avantage d'utiliser les points fonctions sur tous leurs projets. Donc, ils ont pu faire une évaluation quantitative du poids de la maintenance des correctifs sur un projet en mode agile versus un projet non agile. Et ça a justifié le fait de basculer vers l'agilité, très simplement. Donc, cette disponibilité des données a été quand même cruciale. Et ça manque dans beaucoup d'entreprises d'avoir des données fiables, capables de justifier un changement et après de suivre son impact. Quand on ne l'a pas, c'est un peu plus dur de justifier par exemple, d'aller vers une généralisation, que ce soit vers l'agilité ou autre chose d'ailleurs. Voilà. Mais dans le cas de la Banque de France, il y avait cet aspect intéressant qui a permis de prendre la décision aussi, qui est un des éléments là, de bascule sur un autre mode. Alors, nous n'aurons pas forcément le temps de vous parcourir tous les autres cas, pour surtout laisser place aussi à des échanges entre nous. Ce que je vous propose pour terminer nos propos, c'est de caractériser comment ensuite, une fois que des décisions sont prises ou des expérimentations sont lancées, comment en fait se traduit la généralisation. Alors en fait, on a identifié, vous voyez, dans toutes les séquences, encore une fois, la manière dont s'est conduit le passage, en fait, en gros, très localisé de l'agilité vers un certain nombre de projets et afin de suivre comment ça a pu se diffuser entre les projets et entre les acteurs des DSI et des acteurs métiers. Donc, dans les premières séquences de tous les cas, vous pouvez voir qu'il n'y a que des expérimentations. La généralisation, elle se traduit par une démarche expérimentale. Expérimentale dans le sens où ce sont soit par les développeurs et entre développeurs que ça se diffuse dans le cas de la Société Générale, idem au sein de la Banque de France, et dans le cas Amadeus, c'est entre acteurs et membres de la R&D et entre eux que ça se diffuse. Vous voyez, donc ça reste très localisé. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a une deuxième dynamique qui est plutôt en orange et qui arrive dans d'autres séquences. Et systématiquement, on voit des programmes de transformation. Alors, dans le cas Société Générale, sur la gauche, on a un premier programme de transformation agile, un deuxième qui portait plutôt sur le continuous delivery et un troisième sur un programme de mise à l'échelle. Et en fait, on a identifié ce même cycle chez Amadeus où il y a un premier programme qui s'appelle Agility qui avait pour but de mettre en place, de déployer Scrum, d'officialiser le déploiement de Scrum dans des petits projets. Il y a un deuxième
programme qui s'appelle Agile Transformation Program, il a consisté à mettre en place de l'agilité à l'échelle. Et ils ont notamment mis en place du Spotify, du Scrum, et ils ont commencé à introduire Safe. Et dans une dernière séquence chez Amadeus, ils ont créé notamment le programme End-to-End Agility. Et là, l'idée et l'objectif, c'était notamment de joindre en fait toutes les chaînes de valeur entre l'IT et le métier. Et pour info, le métier de chez Amadeus, enfin le métier, enfin, les clients plutôt d'Amadeus sont externes, ce sont des compagnies aériennes. Et là, en fait, ils ont réussi à lancer des expérimentations en fait, pour que tous les acteurs d'une même chaîne de valeur, du client utilisateur final externe aux développeurs au sein de la R&D, soient synchronisés au même mode de fonctionnement. Donc, vous voyez qu'on a deux dynamiques. On a une dynamique plutôt expérimentale et une dynamique plutôt planifiée et qui est cyclique. D'accord ? Donc, la première démarche de généralisation, c'est une démarche par tâtonnement, des essais, des expérimentations dans les projets, des sélections, rétention. Et ça, en fait, dans bien des cas, beaucoup d'organisations n'ont pas cette capacité à gérer ces mécanismes de sélection, rétention, de méthodes par les acteurs opérationnels. Dans bien des cas, en fait, ce n'est pas maîtrisé et ça peut donner lieu à de grandes confusions dans les projets, à de grandes difficultés. Souvent, vous savez que, voilà, il me semble que, enfin, je ne citerai pas d'entreprise parce que l'idée, c'est pas faire ce n'est pas de faire de l'agile bashing ou de montrer les faiblesses de certaines entreprises, mais en tout cas, beaucoup d'entreprises nous ont remonté le fait qu'elles ont initié plein d'approches méthodo et à la fin, ça ne ressemblait plus du tout à de l'agilité. La deuxième dynamique, elle est plutôt cyclique, comme je le disais, planifiée et cyclique, et ça se traduit par non pas un programme de transformation, mais 1, 2, 3 programmes de transformation à la chaîne. Et là, en fait, ce sont notamment, ce qui caractérise ce genre de programme, c'est une sélection d'une méthode bien définie. Alors, bien sûr, elle va être adaptée, mais par contre, elle est adaptée de sorte à ce qu'elle soit homogène, mise en œuvre de façon homogène à tous les projets de l'organe. Et ici, l'accompagnement est bien défini et formalisé dans cette deuxième type de dynamique. Alors, en synthèse, quels sont les mécanismes clés que nous venons de voir? Donc, l'insatisfaction d'un mode de fonctionnement est source de changement. Alors, il peut être localisé au niveau opérationnel, au niveau un peu plus tactique, stratégique. Le nécessaire besoin de développer une approche expérimentale, systématiquement dans les premières séquences, mais sauf qu'aujourd'hui, et là, l'approche expérimentale, on a pu les identifier il y a 10 ans. Néanmoins, aujourd'hui, sachez que si vous voulez initier la mise en œuvre d'une nouvelle approche agile ou si vous voulez mettre en place une nouvelle approche de management dans les projets, il y a une nécessaire phase et une séquence d'expérimentation qui peut être, qui doit être absolument en fait maîtrisée. Et troisième point, fournir les bonnes données aux décideurs pour lancer un programme de transformation. On l'a vu dans le cas Banque de France, les études menées ont permis notamment en fait de fournir au gouverneur de la Banque de France les données pour justement prendre la bonne décision, entre guillemets. Se doter d'une capacité à organiser les différentes expérimentations, c'est ce que j'ai pu évoquer précédemment, et appliquer une vraie logique de conduite du changement. Si on n'applique pas ça, malheureusement, en fait, ces expérimentations, elles vont être très éparses dans plein de projets, et en fait, ça va donner lieu ni plus ni moins qu'à une nouvelle crise de fonctionnement. Or, ce qui est assez intéressant dans chacun des cas, c'est qu'en fait, pourquoi est-ce que aussi il y a eu plusieurs programmes de transformation successifs? C'est en raison du fait qu'en fait, chaque programme a eu aussi son lot d'insatisfaction qui a conduit au lancement d'un nouveau programme systématique. Un des points très intéressants qu'on a pu constater aussi dans chacun des cas, c'est l'alliance d'une innovation managériale à une innovation technologique. Alors, en ce sens, la mise en place, l'alliance en gros d'une approche agile et d'une approche d'une techno du type cloud a été quand même un duo gagnant dans plusieurs cas, notamment à la Société Générale, quand en fait ils ont décidé de mettre en place le programme Continuous Delivery. Le fonctionnement des équipes de développement a pu être beaucoup plus bénéfique. La mise en œuvre de Scrum a été beaucoup plus bénéfique quand en fait ils ont allié ça à une innovation technologique en interne, à savoir la mise en place d'un fonctionnement cloud et totalement dématérialisé. Et enfin, peut-être un point d'attention, mais aussi, ça c'est un des points liés à des mécanismes clés,
la nécessaire prise en compte de l'héritage méthodologique. On vous l'a montré dans le cas de Banque de France, mais c'est systématique dans tous les cas. Il y a un vrai stack méthodologique qui doit être pris en compte pour harmoniser les pratiques et compléter soit la méthode Scrum ou la nouvelle approche agile adoptée. En termes de mise en place opérationnelle de ces travaux, pour notre part, avec Dominique, nous planchons sur 3 points et nous avons la possibilité d'évoquer 3 points clés dans le cadre de vos problématiques, quelles qu'elles soient, notamment pour du diagnostic, de l'alignement des acteurs, notamment plutôt stratégiques de vos organisations, et aussi dans l'accompagnement. Donc, nos travaux nous ont permis de constituer en fait une base de données et un socle d'outils qui permettent notamment de diagnostiquer l'état d'une transformation agile, de se comparer aussi à d'autres cas, et ça nous permet aussi d'animer notamment des workshops pour définir une stratégie de généralisation. Donc c'est dans ce sens qu'on parle plutôt d'alignement et qui peut aboutir notamment à des accompagnements du type structuration d'un programme de transformation, plan de formation, etc. Peut-être Dominique, tu souhaiterais on verra s'il y a des questions sur le sujet, mais peut-être plutôt commencer à répondre aux questions et enchaîner là sur le débat. Il y a déjà deux, trois questions qui ont été posées. Donc peut-être commencer par celle-là, et puis après il y en aura peut-être d'autres, j'espère. Donc il y a dans le chat, là je vois qu'il y a une question. La première, c'est dans le cas de la BDF, comment le métier a-t-il été associé à la décision de basculer vers l'agilité? Alors je reprends, pardon, je rouvre Tu toutes veux les répondre questions. ou je réponds? La première, c'est est-ce que dans le cas de la Banque de France, comment le métier a-t-il été associé à la décision de basculer vers l'agilité? Oui. À ma connaissance, il n'a pas été vraiment associé, puisque c'est une décision de gouverneur sur la base du plan présenté par la DSI, mais il a été impliqué forcément ensuite dans la mise en œuvre du plan. Donc ça, c'est un premier niveau de réponse. Et il y a eu des pilotes sur des éléments liés à l'agilité, notamment sur quelque chose qui est en amont du projet IT en tant que tel, qui est la mise en œuvre d'un portefeuille utilisant des approches dites agiles, du type SAFe. Et là, il y a eu 2-3 pilotes qui n'ont pas tous été concluants d'ailleurs, mais qui ont embarqué forcément le métier. Tout à fait. Ce qui est aussi intéressant, comment est-ce que le métier a été embarqué, c'est non pas par une initiative de transformation, enfin de généralisation de l'agilité, ça a été par une académie de management. En fait, en gros, le programme de transformation agile qui a été lancé au sein de la Banque de France a été associé à une académie de management où l'idée, ça a été notamment en fait de réinventer le rôle des managers intermédiaires de la Banque de France. Et en fait, à cet effet, cette académie-là ont pris des messages du programme. C'est plus une conséquence que dans la décision de oui, tout à fait. C'est plus une conséquence. Il y a une deuxième question qui est sur… Oui, bonjour. Pardon, je suis désolé, c'est Xavier Friez de la Banque de France. Donc, oui. Ah ben voilà, très bien. Bien sûr, Xavier. De compléter un tout petit peu. Merci. Avec plaisir. Oui, donc l'agilité, en effet, ça se développe. Maintenant, ça se développe beaucoup au niveau IT et je pense beaucoup moins au niveau des métiers. Si je prends des exemples tout récents dans la direction où je suis, il y a différents projets qui sont menés en mode agile. Et les product owners, business owners, product managers alors je pars surtout des product owners, puisque c'est eux qui sont côté métier, si on applique bien l'agilité comme il faut à la Banque de France, ont été d'une part désignés volontaires, mais dans la plupart des cas, ne savent même pas ce qu'est l'agilité. On sait comment ça s'écrit, mais voilà, il n'y a pas eu de formation ad hoc ni quoi que ce soit. Donc, on est embarqué dans une démarche agile. Voilà, on nous met une étiquette en disant vous êtes product owner de telle application, et puis ça s'arrête là. Mais pour l'instant, moi, j'ai rien vu d'autre, quoi. Donc, oui, l'agilité se déploie parce que c'est venu tout en haut. C'est très, très IT. Et l'implication du métier, on y sera peut-être dans un an ou deux, mais ça confirme bien l'impression qu'on avait, effectivement, qui était quelque chose qui avait été poussé et présenté par l'IT et qui était aux prémices
en termes d'application. Je crois qu'il y a aussi pas mal de questionnements sur le rôle de l'AMOA aussi, des Oui. anciens rôles voilà, qui se posent de questions. Enfin voilà, donc ça reste très en question, on va dire, pour le moment. Oui, pour l'instant, je pense que expérimentation. les priorités de l'IT sont de voir est-ce que c'est la MOE qui va manger la MOA ou l'inverse. Voilà, ouais. Une fois qu'ils auront réglé ça, ils verront ce que viennent faire les utilisateurs dans les projets informatiques, sachant que tout utilisateur est un casse-pied dans tout projet informatique. Là, normalement, dans le projet Agile, c'est plus le cas, mais bon. Ouais, on n'a pas franchi le cap encore. Mais côté métier, on est demandeur hein, pour participer. Voilà. On va peut-être passer aux autres questions parce qu'on a, oui, bien sûr. Merci. Pas beaucoup de temps, mais merci Xavier, parce que c'est important d'avoir aussi les retours du terrain, on va dire, de ceux qui pratiquent. Qui n'était pas prévu pour le coup. Il y a une autre question, je crois la deuxième, c'était sur la mise en œuvre en dehors de la DSI, par exemple, dans une direction R&D industrielle, produit industriel. Oui. Est-ce que tu as un exemple, Hakim, là-dessus? Alors, pour le coup, Amadeus, c'est plutôt une direction R&D. Alors, elle n'est pas vraiment industrielle, hein, c'est une R&D très IT. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu identifier, dans le cas Amadeus, les mêmes types de mécanismes, des insatisfactions, des crises de fonctionnement. Et surtout, je pense que ce qui est assez marquant dans la partie R&D de chez Amadeus, c'est l'arrivée d'un nouveau directeur de la R&D qui, en 2011, était débauché de chez SAP. Et de SAP, en fait, il avait justement connu l'expérience du déploiement de l'agilité. Et il est arrivé en 2011 chez Amadeus et c'est lui qui a été à l'initiative de façon assez majeure de la mise en place de 3 programmes de transformation. Donc, on peut peut-être, Hakim, citer si on parle du projet. Excusez-moi, c'est Cécile Bonnet-Gonnet. Donc, je vais préciser ma question parce que pour moi, Amadeus, alors c'est aussi des systèmes informatiques de réservation. Là, je parlais vraiment de produits industriels, j'allais dire du lourd. Hein. Donc, moi, je travaille pour une industrie pharmaceutique, Ipsen Pharma. Et donc, globalement, nos produits, nos temps de développement, c'est entre 10 à 20 ans. Le temps d'un test, c'est le temps d'un essai clinique. Donc, certaines fois, ça peut durer 2-3 ans. Donc, on n'a pas en fait cette agilité du point de vue en test en IT, vous appuyez sur Enter, enfin je ne veux pas être péjoratif, mais vous avez votre test. Donc c'est comment on peut appliquer de l'agilité quand on a des temps de développement qui sont très très longs. Alors, en fait, c'est ça ma question. Dans le temps, là, que ça va être dur de répondre à la totalité de la question, mais il y a quand même des mises en œuvre de l'agilité dans plusieurs domaines industriels et des exemples qui sont assez connus, qui sont publiés sur Internet. Par exemple, il y a l'avionneur, je crois c'est Saab. Saab, il y a Bosch, alors il y en a un dont on parle pas mal en ce moment dans les différentes conférences autour de l'agilité, c'est Tesla, qui ont des approches où ils adaptent. Alors c'est pas forcément du Scrum, hein, c'est pas ou du XP programming, voilà, mais c'est des principes liés à l'agilité, à des process plus adaptatifs, à du Kanban, à des façons de travailler en équipe autour de ces sujets-là, où ils intègrent des mécanismes de l'agilité, en tout cas dit agile. Si je peux me permettre, Tesla, il monte une usine de façon assez étonnante. Moi, j'ai vu une présentation de monter une usine Tesla où les gens sont dans le chantier, ils commencent déjà à travailler alors que l'usine est en train de se construire autour. Ça devient assez surprenant, quoi. Et ça marche. Ce qui est assez… Peut-être, Cécile, pour compléter aussi la réponse, et ce qui va vous permettre de vous aider. Alors là, je connais un peu moins bien le domaine de la pharma. Néanmoins, ce qui est très intéressant, que ce soit chez Tesla, Bosch, dans ce genre d'industrie plutôt orientée automobile, enfin Bosch, c'était plutôt la partie en fait objet connecté pour l'industrie automobile. Il y a une évolution technologique qui permet de travailler en mode agile. Quand je dis en mode agile, c'est en mode itératif et incrémental. Les évolutions technologiques qui mises en place chez Tesla fait qu'on passe d'une voiture à un moteur thermique vers un moteur électrique où à l'intérieur il y a une toute autre manière de fabriquer en fait la mobilité. On a introduit du logiciel notamment dans ces… Mais c'est pas que logiciel, hein, c'est hardware. Il y a aussi hardware. Il y a toute une logique de hardware agile. En gros, chaque composant peut être modifié sans devoir revoir la totalité de la voiture, par exemple. Exactement. Il y a aussi une réactivité vis-à-vis de la clientèle qui est extrême. Il y a un tweet et d'un seul coup, la semaine d'après, il y a une mise à jour qui sort. Enfin voilà, c'est tout un ensemble et un état d'esprit aussi qui existe autour de ça. On va peut-être, parce que
Non, mais c'est juste Effectivement, pour non. qu'on puisse répondre un peu à toutes les questions. Est-ce que ça répond déjà? Merci beaucoup. Merci. D'accord. Mais bon, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous et rediscuter de ça. On pourra approfondir. Mais c'est juste que là, ça va être difficile d'aller beaucoup plus loin dans le temps imparti. Dans le développement. Je vois une question de Fabien. Non, c'était pas une question. Ah non, C'est une d'accord, réponse. ça c'était une réponse. Je me suis D'accord, permis pour de Yann. répondre à Guillaume, Alors- oui, puisque j'étais dans la boucle en 2017-2018 concernant la Banque de France. Et en fait, je D'accord. confirme un peu tout ce que vous avez dit, puisque j'étais sur le terrain. C'est qu'à l'époque, ça a été une décision du gouverneur d'appliquer l'agilité à tous les projets. Mais on a bien vu que, puisqu'en fait, je vous explique, je gérais un portefeuille de programmes, de projets et de maintenance aussi dans ce qu'ils appelaient un top 10, c'est-à-dire des maintenances à coût supérieur à 1 million d'euros annuels. Et on a présenté au métier, à l'AMOA, pour chacun des programmes et des projets concernant mon portefeuille, ce qu'était l'agilité. Et si leurs programmes et projets pouvaient s'intégrer, pouvaient être intégrés en tant que projet ou programme agile. Et en fait, on s'est bien aperçu que ça leur est tombé dessus comme ça, et ils n'étaient pas préparés, la plupart, sur les QCM qu'on proposait. À la fin du QCM, on disait, bah voilà, votre projet ou votre programme doit pouvoir rentrer dans l'agilité ou non, ou en cycle en V. Et en fait, la plupart des questions, ils ne savaient pas ce que c'était que l'agilité globalement. Voilà, je me suis permis de répondre. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions liées à ce qui a été présenté par Hakim? Est-ce que vous voyez éventuellement comment ces notions de séquence peuvent se matérialiser chez vous? Est-ce qu'il y a des sujets que vous aimeriez creuser qu'on n'a pas encore abordés? Oui, enfin, j'avais une question, Dominique et Hakim. Le framework agilité à l'échelle qui s'implémente petit à petit, comme vous l'avez dit, je pense, je le confirme un peu dans les grosses structures, les grands groupes, les grosses entreprises. On a en fait dans SAFE on a le SAFE dit essentiel, le portfolio, large solution et puis le SAFE complet. Qu'est-ce qui fait en fait cette différence? Qu'est-ce qui fait pourquoi on veut utiliser telle typologie de SAFE dans telle ou telle entreprise? C'est le niveau de complexité et de taille de ce qu'on veut embarquer. Le SAFE essentiel, c'est un train à la rigueur. Et après, on passe à des niveaux d'ensemble de trains qu'il faut synchroniser dans des solutions éventuellement plus complexes. Par exemple, un avion, là, il va falloir une solution. Un train, ça ne suffira pas à lui tout seul. Et après, on peut aller au-delà de ça en allant vers tout ce qui est portefeuille, tout ce qui est aliment plus global. Mais SAFE est un peu confusing parce qu'il parle à la fois de mise à l'échelle et un petit peu plus ou moins de généralisation, mais c'est pas clairement dit. Et du coup, ça rend les choses un peu compliquées, je pense, pour comprendre un peu la logique qu'il y a derrière. Les choix qu'on fait. Mais c'est plus lié à un niveau de complexité et de taille de projet. Là, c'est les 4 niveaux là, que tu as cités, et d'extension un peu au-delà. Mais les derniers niveaux sont encore peu et pas toujours bien appliqués, quoi. C'est surtout les premiers niveaux autour des trains qui sont bien rodés et qui fonctionnent bien autour de SAFE. Je voulais confirmer. Dans tous les cas, on a rarement vu, enfin, on n'a pas vu du tout de mise en œuvre complète de SAFE. C'est exclusivement le Essential SAFE qui est mis en œuvre. Et déjà, ne serait-ce qu'avec le Essential SAFE, il y a déjà quand même pas mal de couacs. C'est pour ça qu'en fait, ça a conduit à de nouveaux programmes de transformation. Je prends chez Amadeus, ils ont commencé à mettre SAFE en 2016. Et en 2018, 2 ans après, en fait, il ne stoppe pas l'initiative, mais il la complète notamment pour vraiment impliquer les compagnies aériennes externes, les clients, parce que sans leur accord et sans vraiment une vraie implication dans le mode de fonctionnement SAFE, ça ne marchait pas. Ils n'arrivaient pas du tout à délivrer et surtout à délivrer de la bonne manière possible ou du moins à avoir les bénéfices escomptés. D'autres questions? Il nous reste une petite dizaine de minutes, je crois. Alors,
Il y a une question de Erwan. Agilité, alignement stratégique. Quel est le meilleur angle d'attaque et comment introduire, installer et mettre en œuvre l'agilité dans les couches hautes de décision et les structures de management de l'entreprise? Oui, c'est tout un programme. Oui, c'est une question large. Mais bon, disons que je me suis un peu reconnu déjà dans les présentations. C'est intéressant. Je pense que peut-être que dans 10 ans, vous ferez le bilan de ce qu'on fait nous chez nous actuellement à la navigation aérienne. Mais on est, je pense, au cœur de ces questionnements. Je pense qu'actuellement, on est dans une phase où, de ce que vous avez décrit, il y a des expérimentations qui se montent, des pratiques qui se mettent en place sur les projets, au niveau des équipes et plutôt au niveau technique. On cherche à aller plus loin, à étendre ces pratiques agiles dans les métiers, mais aussi dans les couches plus stratégiques de l'entreprise qui elle recherche au contraire à établir des plans, à se donner de la visibilité et à créer des processus de décision bien contrôlés. Voilà, donc sur les couches un peu stratégiques. À savoir par quel bout attaquer le problème, en fait. Ouais. Sur les couches stratégiques, il y a une question déjà qui est presque indépendante de juste l'agilité IT, qui est comment j'ai des plans stratégiques plus adaptatifs, plus dynamiques. On est passé déjà dans la plupart des entreprises des plans stratégiques à 4-5 ans, à plutôt 3-4 ans. Et en plus, sur ces plans stratégiques à 3 ans ou à 4 ans, on détaille souvent que la première année et le reste, c'est des orientations qu'on va combler à fur et à mesure que les années avancent. Donc, on est déjà, dans la plupart des organisations que je vois, on a travaillé par exemple avec, on citait la Banque de France, avec la direction de la stratégie de la Banque de France, on est sur des visions, on a travaillé aussi avec Pôle emploi, enfin voilà, sur des plans stratégiques qui se raccourcissent dans le temps et qui sont de plus en plus dynamiques. Derrière ça, il y a aussi une logique du coup du portefeuille qui doit être plus dynamique et qui doit permettre de s'adapter, de réorienter, reprioriser en continu les différentes initiatives. Et quand on a des crises comme la Covid, ça paraît évident qu'il faut savoir revoir un peu les priorités et réajuster éventuellement l'ensemble des initiatives qui avaient été prévues en début d'année. Et ça, pareil, de plus en plus d'organisations commencent à essayer de rendre leur processus de décision autour du portefeuille. Donc, et ça, c'est un processus de décision stratégique, de go-no-go, d'arrêt, de relance, de repriorisation des différentes initiatives, plus dynamique. La seule chose que ça pose, c'est que d'une part, on a un processus budgétaire qui est souvent encore annuel. Donc, on a un problème de financement qu'il faut pouvoir ajuster dans le temps, qui n'est pas encore toujours si facile à faire dans les processus actuels, même s'il y a des choses qui se font, ne serait-ce que simplement en libérant le budget progressivement. Et il y a une autre question qui est, pour pouvoir décider et reprioriser en continu, j'ai besoin de données fiables qui remontent régulièrement. Et ça, c'est aussi une difficulté parce que si les données ne remontent pas régulièrement, je peux vouloir me réunir pour redécider, mais ça va être difficile de décider sur quoi. Qu'est-ce qui est fini, qu'est-ce qui est en cours, qu'est-ce qui a apporté la valeur, etc. Donc, on voit que les questions autour de l'agilité stratégique apparaissent de plus en plus. Il n'y a pas une approche, un référentiel unique autour de ça. Il y a des outils, il y a des propositions diverses, mais c'est un vrai sujet qui est en train d'émerger et effectivement de prendre de l'importance. Peut-être pour compléter de façon un peu théorique la question, un des grands contributeurs à ce qu'est l'agilité stratégique en France et aussi dans le monde, c'est notamment Yves Dose, professeur à l'INSEAD, qui lui a théorisé le concept d'agilité stratégique, qui ne fait pas de lien avec l'agilité qu'on évoque en ce moment, l'agilité dans les projets. Quelques éléments de réponse seraient, enfin, je pense que ça peut valoir le coup pour notamment, entre guillemets, pour identifier quels seraient notamment les ponts entre agilité opérationnelle, enfin, agilité dans les projets et agilité stratégique. Jeter un coup d'œil dans ces travaux-là et ces livres parce que c'est. On a une dernière question là sur SAFE à nouveau et la notion de projet posée par Guillaume. J'ai 2-3 éléments de réponse, mais je t'en prie. Vas-y. Alors, ce qui est assez intéressant, effectivement, il n'y a plus cette notion de projet, on est plutôt dans
ce qu'on souvent, ce qu'on caractérise de dynamique produit. Alors, là où ça s'est bien manifesté, cet aspect, c'est plutôt du côté de la Société Générale. Au sein de la Société Générale, effectivement, ils ont réussi à changer la donne que dans certains périmètres. Attention, pas de partout. Dans certains périmètres, ils ont notamment changé la donne sur des applications assez importantes liées au métier des marchés financiers. Et en fait, là, la Société Générale, comme le client est interne, ils ont stoppé la manière de lancer des projets et ils sont en mode produit, dans le sens où en fait, ils collaborent de façon continue entre DSI et métier. Et là, il y a vraiment des équipes liées. Je reviens un tout petit peu sur le cas Amadeus. Dans le cas Amadeus, en fait, justement, ils ont mis en place Safe, mais ça n'a pas marché. Cette transition entre management de projet et vers management de produit, ça n'a pas marché parce que le client final n'était pas impliqué. Donc, ce qui fait qu'en fait, tous les bénéfices étaient perdus. Et c'est dans une troisième séquence, vraiment à la fin, qu'ils ont essayé d'accompagner aussi les clients, certains clients du moins, dans un mode de fonctionnement en mode produit par Safe. Guillaume, est-ce que ça répond à ta question? Ou est-ce que tu peux la préciser? Oui, super. C'est bon. Bon. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question? On a encore quelques minutes. Bon. Peut-être que si, alors, peut-être qu'on peut vous proposer, en tout cas, si vous souhaitez retrouver une synthèse de tout ce qu'on vient de se dire, de tous les travaux. Alors, tous les travaux. D'une part, il y a le pavé qui est la thèse de doctorat qui fait 400 pages, mais bon, vous avez une brève synthèse aujourd'hui de 30 minutes. Mais vous pouvez aussi consulter tous nos écrits, qui sont plutôt des articles qui retracent alors au cas par cas, le cas Banque de France, Société Générale, etc. Vous avez ici la liste de toutes ces publications que vous pouvez trouver en ligne assez facilement en tapant le titre, et vous pouvez télécharger notamment l'article en PDF. Et puis, en tout cas, moi, je tenais à vous remercier de votre présence aujourd'hui et de cet échange qui, je l'espère, je pense, à mon avis, pourra vous créer quelques questionnements. Nous restons, enfin, en tout cas pour ma part, je reste à votre disposition si vous avez la moindre interrogation pour vos cas, en tout cas, cas d'entreprise. Voilà, je tenais aussi à vous remercier tous. Et puis, effectivement, comme dit Hakim, si vous avez besoin de creuser tel ou tel sujet, hein, on a proposé 3 axes d'approfondissement éventuels ou d'échange, vous n'hésitez pas. Voilà, à nous contacter. Merci Dominique, merci Hakim. Merci à vous. Moi, j'ai trouvé cette présentation très intéressante. Merci Hervé aussi, j'ai trouvé ça très intéressant. Merci. Merci à toutes et à tous. Et puis, bien sûr. Bon. Donc, au revoir. Au revoir, merci. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée à tous. Merci à tous. Au plaisir. Au revoir. Merci.